sommes en compagnie du professeur Koné Thiémoman. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bon, on va tout de suite commencer par faire un peu de pédagogie. Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Vous voulez que nous fassions de la pédagogie? Très, très bien. Donc, une université virtuelle, nous avons d'abord université et puis ensuite virtuelle. Et j'ajouterai Côte d'Ivoire, je pense que c'est important. Très bien. Une université, c'est le lieu où on vient, c'est le temple du savoir. Donc, nous sommes un temple de savoir. Mais nous avons notre ADN qui est un peu différent de ce que nous connaissons. Puisque nous connaissons les amphithéâtres, nous connaissons les salles de TD. Mais dans notre cas, nous allons parler de virtualisation, de numérique, de classe virtuelle. Donc, notre support, c'est le numérique. Donc, c'est une université numérique. Et comme le support n'est pas physique, cette université devient de fait virtuelle. Et Côte d'Ivoire, parce que c'est une université qui est accessible partout où on se trouve, notamment dans toutes les villes et villages de Côte d'Ivoire où nous avons un accès à Internet. Cette université est accessible à partir de ces différents points. Oui, monsieur, enfin, pour un étudiant, parce que moi, j'ai été étudiant, mais j'étais en présentiel, je n'ai jamais eu à faire des cours à distance. Donc, pour un étudiant qui n'a pas d'aptitude intellectuelle très prononcée, qui a une faible capacité de rétention, même de compréhension, qui a surtout besoin qu'on lui explique les cours de façon fluide, est-ce que vous pensez qu'il puisse s'inscrire à l'université virtuelle et réussir son année? Je pense déjà que nous sommes dans un monde où aujourd'hui on voit l'usage qui est fait des smartphones. Je ne pense pas que tous ceux qui utilisent les smartphones ont eu à faire des études spécialement. Je pense même dans nos villages, ils arrivent à utiliser ce device pour faire beaucoup d'activités. C'est la même chose, c'est qu'on leur demande cette fois-ci de pouvoir étudier aussi avec ce device. Donc la formation à distance, c'est le fait que l'enseignant et l'étudiant ne sont pas dans un lieu unique, en fait. Ils sont à distance. C'est ça qui apporte un peu la différence. Sinon, c'est toujours le même enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'usage des smartphones est quand même assez implanté dans la population. Donc, les gens arrivent, en tout cas, pour ce que nous avons comme étudiants actuellement, comme apprenants, ils arrivent très bien à accéder à la formation qu'on leur donne. Alors, professeur, de façon caricaturale, aujourd'hui, lorsqu'on s'inscrit à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller au niveau d'amphi. On a son ordinateur, donc on reçoit les cours via Internet, que ce soit par smartphone ou son ordinateur. On a l'occasion d'interagir également avec les professeurs, eux, qui utilisent le même canal, donc Internet, pour pouvoir communiquer. Globalement, c'est cela. Il n'y a pas d'amphi, non, ça n'existe pas à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bon, quand on dit que ça n'existe pas, ça peut exister, mais c'est une affaire de pourcentage d'utilisation. Très bien. Parce que le présentiel n'est pas banni lorsqu'on passe dans le monde numérique ou dans le monde virtuel. Seulement que le monde virtuel donne toute sa place au présentiel. C'est-à-dire qu'on vient en présentiel quand c'est vraiment nécessaire. Dans une université virtuelle comme la nôtre, vous pouvez prendre tout ce qui est comme cours magistral, en fait tout ce qu'on peut prendre vraiment à distance. Vous prenez ça à distance, mais quand c'est nécessaire, par exemple pour les examens ou pour certaines expérimentations, effectivement, quand c'est nécessaire, vous pouvez être en présentiel. Quelqu'un m'a dit une fois, juste avant, il disait que lorsqu'on innovait, on résolvait un problème. Lorsque vous aviez l'idée de la mise en place de cette université virtuelle, vous avez certainement imaginé qu'elle pouvait avoir des avantages, et c'était lesquels? Bon, d'abord, il faut que je rectifie, c'est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a eu l'idée de créer cette université. Nous ne sommes que des animateurs de cette université, mais je peux répondre à la question en disant que c'est une université qui vient en complément des autres universités qui existent déjà pour aider à résoudre les problèmes structurels qui sont dans le secteur de l'enseignement supérieur, je dirais même du secteur de l'enseignement tout court. C'est d'abord augmenter les capacités d'accueil. Vous savez que le gouvernement a décidé depuis quelques années de l'école pour tous. Cela aussi a une conséquence, c'est qu'on voit arriver au niveau de l'enseignement supérieur chaque année de plus en plus de bacheliers. C'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts avec le programme de décentralisation où aujourd'hui
chaque région commence à avoir son université, mais il faut savoir que le rythme de construction de nouvelles universités reste pour le moment plus faible que la croissance de la population estudiantine. Donc, en plus de ce programme, l'État a voulu adjoindre le numérique pour qu'on puisse décloisonner en fait, les murs des amphis, ça doit augmenter les capacités d'accueil pour permettre d'abord au plus grand nombre de faire les études de leur choix et ensuite de pouvoir accéder à ces études beaucoup plus facilement, c'est-à-dire à partir du lieu de confort où ils se trouvent. Très bien. Daouda et Élisée. Merci, monsieur le professeur. En fait, moi, je voudrais aller sur un cas assez pratique pour avoir été plus ou moins partenaire avec votre école, puisque je suis secrétaire général de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. On a eu à travailler avec vos étudiants concernant les journées de blogging, justement. Ça. Et on a eu à discuter avec eux. Et quand on discute avec eux en off, la problématique qui sort, c'est que généralement, vous avez une plateforme où il y a un système de tutorat. Et dans ce système de tutorat, souvent, il arrive que les étudiants posent des questions, mais les questions ne sont pas là. Ça revient à la question de Kevin, où comment est-ce que l'étudiant apprend si le tuteur n'est pas prompt à la réaction? Comment il intègre tous ses cours? Oui, effectivement, ça, c'était, je pense, au tout début. Et il faut dire aussi que c'est un modèle pédagogique qui a besoin d'être peut-être bien expliqué. Mais nous ne faisons pas que transposer le modèle d'enseignement que nous connaissons tous en ligne. Ce n'est pas vraiment de la formation en ligne, c'est vraiment la technopédagogie, c'est une autre manière en réalité d'enseigner. Et c'est vrai que cette manière n'est pas encore bien répandue, mais c'est cette manière qui va s'imposer. D'ailleurs, avec la Covid, on l'a vu, nous étions le modèle qui a été le plus résilient. Donc c'est un modèle asynchrone. Quand on dit asynchrone, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir étudier, même si l'enseignant n'est pas devant nous, même si le tuteur n'est pas synchronisé avec nous. Et cela nécessite quand même un temps d'adaptation au niveau des étudiants. Donc au démarrage, on avait quelques difficultés, mais depuis bientôt, nous sommes dans la 2e année, nous avons instauré ce que nous avons appelé le semestre préparatoire. C'est-à-dire lorsque l'étudiant est accueilli en licence, normalement il commence le semestre 1. Mais dans notre cas, nous avons trouvé nécessaire de mettre un semestre préparatoire qui dure environ 1 mois et demi ou plus 2 mois, où l'étudiant apprend ce modèle pédagogique. À partir du moment où il est habitué à ce modèle pédagogique, ça se passe nettement mieux. Puisque c'est le mode asynchrone justement qui permet d'étudier quand on veut. Et ça, je pense que c'est ce modèle en fait qui pose problème lorsque on a des bacheliers qui viennent du lycée où ils étaient vraiment dans un mode où vraiment le professeur était là à tout moment, etc. Et ils viennent d'un modèle où le cours est d'abord réalisé, il est scénarisé, il est produit. Donc c'est vraiment la technopédagogie qui est à la base de ce que nous faisons. Et c'est cette technopédagogie qui doit être bien comprise des apprenants et c'est ce que nous faisons actuellement. Mais il y a une deuxième problématique. La deuxième problématique aujourd'hui, c'est que c'est la question des datas. Aujourd'hui, les mêmes étudiants, quand on discute avec eux, parce que personnellement, moi, je dépense pratiquement 30 000 francs de data pour le mois. Quand on sait la situation de vie chère, la situation que vivent certains parents, tous les cours sont faits en data, il faut télécharger les cours et autres. Est-ce que vous, à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, vous essayez d'avoir un partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile pour que vos étudiants puissent avoir accès à des datas plus facilement? Je ne vais pas évacuer la question des datas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est utilisateur d'Internet. Donc, on sait que les datas, c'est important pour être connecté. On est dans un monde de plus en plus connecté, il faut des datas. Évidemment, nous travaillons avec des opérateurs pour pouvoir amoindrir leurs coûts. Mais ce qui est important, à notre avis, ce n'est pas les datas. C'est ce qu'on a quand on a les datas. Ce n'est pas les datas en eux-mêmes qui sont un problème. Mais quand l'étudiant fait l'effort, ou bien quand son parent fait l'effort de lui donner des datas, qu'est-ce qu'il a au bout? C'est sur ça que nous travaillons plus. Puisque nous savons que de manière convergente, au fur et à mesure qu'on va avancer, les datas vont être accessibles, les débits vont augmenter, mais c'est les contenus. Donc nous menons beaucoup plus la bataille des contenus. Et puis aussi, nous savons que l'université virtuelle nécessite certes des datas, mais ça permet de faire beaucoup d'économies. Le fait que
le transport est réduit, la restauration aussi. Quand vous prenez ces coûts, qui sont des coûts maintenant auxquels on s'est habitué en fait, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de coûts, ces coûts reviennent nettement plus chers que payer quelques datas. Donc la problématique des datas, l'État fait déjà des efforts, nous donnons des datas à nos étudiants, même si ce n'est pas en quantité suffisante, mais de plus en plus, vu le grand nombre qu'on a aussi d'étudiants, il est quand même important que les parents puissent compléter l'effort que l'État fait déjà en matière de data. Et que sinon, nous avons des partenariats avec des grands opérateurs, presque avec tous les opérateurs téléphoniques de la place qui nous accompagnent justement pour régler ces problèmes. Élisée ? Ok, professeur, je suis bien intéressé de savoir comment est-ce qu'on intègre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première question. La seconde, 5 ans après, disons 7 ans après votre existence, quel est le résultat? Bien, comment on intègre notre université? D'abord, il faut rappeler que c'est une université publique. Donc, on accède à cette université comme dans les autres universités. Donc, nous avons ce qu'on va appeler les bacheliers qui sont orientés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est-à-dire les bacheliers font des choix de filières, des choix d'université et en fonction des critères d'accès aux différentes filières, ils sont orientés. Donc nous recevons nos étudiants comme les autres universités, seulement que chez nous, l'inscription va se faire de manière digitale. L'étudiant n'a pas à se déplacer physiquement, aller déposer un dossier physique à la scolarité. Il dépose ça dans la e-scolarité qui existe. Je vais rebondir sur la question d'Élisée pour faire mon André Bois sur cette question avant de revenir à la deuxième question d'Élisée. Est-ce que c'est dans la culture aujourd'hui des Ivoiriens d'inscrire leurs enfants ou d'avoir cette option de l'université virtuelle? Parce que ton enfant, il a eu le bac, il a la maison, il s'inscrit en ligne, on dit qu'il a l'université, il ne va jamais au cours, enfin on ne le voit jamais au cours. Est-ce que ça passe bien dans la mentalité des Ivoiriens aujourd'hui? Avant de revenir à la suite de la question, je vais compléter. Effectivement, en 2016, lorsqu'on commençait, c'était des questions qui avaient droit d'être posées puisqu'il n'y avait pas encore des acquis. C'était nouveau, c'était beaucoup plus de l'ordre des promesses. Mais je pense quand même qu'en 2019, on a eu la première proposition de licence qui est sortie. Donc déjà, ça montrait qu'on pouvait étudier à distance et avoir un bon diplôme. C'est un modèle qui commençait à être acquis. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que 3 mois après, c'est-à-dire au mois de février, puisque la première promotion était sortie au mois de novembre 2019, au mois de février, on a fait même la une d'un magazine de la place. On avait 88% d'étudiants qui ont eu la licence qui étaient déjà en situation de travail, qui étaient insérés. Donc ça signifie, et je pense que c'est un élément très important, c'est-à-dire c'est une université, c'est parce qu'ils sont bien formés qu'ils ont pu être insérés. Ensuite, je pense qu'il y a eu la Covid, où brusquement, on s'est rendu compte que la seule alternative était de pouvoir étudier à partir de la maison. Donc aujourd'hui, je pense que... tout ce que vous avez cité là participe à l'accélération. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une bonne compréhension d'abord, et puis une bonne acceptation aussi de ce modèle. Très bien. Voilà. Et le second volet de ma question, les résultats 7 ans après l'existence. Bon, je pense que les résultats, c'est d'abord le nombre important d'étudiants que nous formons. Nous avons commencé environ avec 3 000 étudiants. Nous sommes à plus de 10 000 étudiants aujourd'hui. Donc, en termes de capacité d'accueil, je pense que c'est un acquis. Voilà. Ensuite, nous avons, au niveau des communautés, nous avons créé aujourd'hui beaucoup de communautés pour lutter contre l'isolement justement de ces étudiants. Et l'employabilité, au bout, nous avons globalement un taux d'insertion sur toute la période de plus de 73%. Nous pensons que c'est des acquis très importants. Mais moi, je me pose la question quand même de savoir, en termes de modules de formation, on sait qu'à l'université traditionnelle, comme on l'a toujours connu, il y a des formations, par exemple, en biologie et tout ça, qui demandent une certaine pratique. Comment est-ce que vous palliez à cela à l'université virtuelle? Ou bien est-ce que vous avez une classification de modules bien définie? Je profite de votre question pour dire que l'université virtuelle est une université transversale. Nous avons une première mission où en interne, nous recevons des étudiants dans ce que nous appelons un démonstrateur. Là, nous formons nos étudiants dans l'écosystème du numérique.
C'est-à-dire les étudiants que nous recevons en interne au niveau de l'université virtuelle sont formés au numérique, dans les différentes spécialités du numérique. Par contre, nous avons une autre mission très importante qui est celle d'accompagner justement les autres universités publiques qui existent pour que les formations justement qui sont dans ces universités soient aussi accessibles à distance comme ce que nous avons. Donc, dans ce cadre-là, tout le monde pourra maintenant faire les études de son choix. Parce qu'il y a d'autres qui veulent faire peut-être la philosophie, qui veulent faire la chimie. Mais ça, nous travaillons avec les enseignants des autres universités pour que ces formations-là viennent aussi dans le modèle technopédagogique que nous avons pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Moi, j'ai une question. Qu'en est-il en pratique? Comment ça se passe? J'arrive. C'est-à-dire dans ces universités, vous voyez que ces universités sont déjà en présentiel, donc ont déjà des amphithéâtres, des laboratoires. Là, on va aller dans un modèle qu'on va appeler le mode hybride. C'est-à-dire certains enseignements, comme les cours magistraux, vont se faire à distance pour donner justement toute la place. Et même au niveau des travaux pratiques, ça va permettre de réduire les heures de présence pour les travaux pratiques. Parce que tout ce qui est un peu théorie au niveau des TP peut se faire déjà à distance, de telle sorte que quand l'étudiant vient dans le laboratoire, il ne vient que manipuler et non pour venir apprendre le nom des instruments, etc. Donc, ce projet-là aussi, c'est tout ça aussi l'université virtuelle. Oui, professeur, qu'en est-il des étudiants qui ont été orientés à l'université virtuelle mais qui ne l'ont pas forcément désiré et qui se retrouvent sans vie sociale estudiantine parce qu'ils sont à la maison, ils n'ont pas d'amis, voilà. Comment ça se matérialise quand un étudiant vous dit « moi, j'ai plus envie d'être à l'université virtuelle, j'ai envie d'être en présentiel pour avoir une vie sociale estudiantine ». Bon, je pense qu'il y a deux préoccupations. D'abord, vous dites qu'il n'a pas souhaité venir à l'université virtuelle et puis se retrouver à l'université virtuelle. Oui, parce que souvent, on est orienté, dans le public, on est orienté dans des universités. Alors justement, et ça, je pense que c'est une des raisons même de l'université virtuelle et ça rejoint la réponse que je viens de donner. À partir du moment où les autres universités vont être dans ce modèle, au moins les gens pourront être en formation à distance, mais dans quelque chose qu'ils aiment en fait. Parce que le nœud du problème est là. C'est-à-dire, je vais faire peut-être la géographie. On me dit que je vais faire la géographie à distance. Pour moi, c'est toujours le même diplôme, donc il y a une acceptation déjà. Mais il se trouve que le manque de capacité d'accueil justement dans les autres universités fait que l'État ne peut pas... déjà, il y a un problème de sureffectif dans les amphithéâtres. Donc, vous voyez que les bacheliers vont se retrouver souvent à être orientés dans une filière, en fait, dans leur deuxième ou troisième choix, puisque les bacheliers choisissent quand même. Mais quand vous êtes nombreux à choisir, c'est la sélection en fonction des capacités. Tout le monde ne peut pas. Donc, on va aller dans votre deuxième choix ou troisième choix. Et très souvent, les troisième et deuxième choix ne sont pas ce que l'étudiant veut. Donc, pour que l'étudiant ait choisi par exemple l'informatique, l'informatique n'est pas développée dans les autres universités. Donc, il va se retrouver être orienté à l'UVCI en informatique, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il voulait. Bon, là, déjà, vous voyez, il y a une petite démotivation. Et c'est des problèmes que nous gérons de plusieurs manières. Comme je l'ai dit, il y a d'abord le semestre préparatoire, mais il y a ce que nous appelons aujourd'hui les communautés. C'est-à-dire aujourd'hui, nous appuyons sur les premiers étudiants que nous avons. Nous avons 32 communautés en Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit l'endroit où se trouve le nouveau bachelier, il rentre en contact avec ses camarades étudiants qui sont certainement plus avancés. Et là, il est socialisé. Virtuellement? Non. C'est-à-dire, le virtuel, c'est peut-être qu'ils vont avoir des groupes au niveau des réseaux sociaux, mais ils vont faire des activités. Nous participons à l'OASU, donc nous avons des équipes. Donc ils se rencontrent forcément. Voilà, il y a des activités sportives. Aussi, voilà, c'est-à-dire, si vous voyez, c'est l'outil, la manière de transmettre le savoir qui change. Sinon, nos étudiants ont droit aussi aux autres universitaires, ils ont des cartes de bus, ils peuvent aller dans les restaurants des autres universités. Les examens se font aussi d'ailleurs dans les autres universités. Donc, c'est la manière d'enseigner, comme je dis, la technopédagogie qui nous différencie un peu des autres universités. Sinon, c'est les mêmes enseignants. C'est pas des sous-étudiants. Mais professeur, aujourd'hui, vous parlez de problématiques. Moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, quels sont les défis réels auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, 7 ans après? Les défis, moi, je pense que c'est le défi de monter en puissance. C'est-à-dire, dans le démonstrateur que nous avons mis en place, tous les indicateurs sont ouverts, à mon avis, puisque le rôle qu'on demande aujourd'hui aux universités, c'est de traiter la question de l'employabilité. Et en matière d'employabilité, nous avons, dans le modèle technopédagogique qui a été mis en place, l'employabilité occupe une place de choix au même titre que la formation et la recherche.
Donc aujourd'hui, nos étudiants sont entraînés à créer des entreprises et nous en avons créé une cinquantaine déjà. Et ce qui est intéressant, ces étudiants ne sont pas qu'à Abidjan. Nous avons la communauté de Dalwa qui a 4 projets, 4 SAE qui tournent déjà. Nous en avons à Korogo, à San Pedro. Donc aujourd'hui, je pense que c'est comment monter en puissance. Nous avons déjà des fabs là, nous avons des incubateurs. Il faut qu'on puisse avoir maintenant des accélérateurs pour que ces jeunes startups qui commencent avec un capital un peu plus réduit puissent monter en puissance et que nous puissions aussi avoir des antennes physiques, n'est-ce pas, déconcentrer un peu dans ces 32 communautés que nous avons. Je pense que c'est à ce niveau que le défi se trouve. Mais c'est un défi beaucoup plus financier que... Isabelle, elle a une question depuis 5 minutes. Oui, non, mais en fait, je pense que tout le monde a plus ou moins disséqué la question que je voulais poser, mais j'aimerais quand même savoir, au niveau du ratio, en fait, genre, combien de femmes ou d'hommes, en fait, sont intéressés par l'université virtuelle. Et une fois qu'on a fini d'identifier donc tous ces défis, quelles sont les perspectives? Comment est-ce qu'on va arriver, en fait, à pouvoir relever tout ça? Bon, au niveau du genre, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est environ 43% de jeunes filles contre 57. Mais il faut dire que c'est un taux qui est quand même croissant. Au début, c'était 35 au niveau des jeunes filles. Aujourd'hui, nous sommes à 43. Parce qu'il faut dire que ce modèle est beaucoup confortable pour les jeunes étudiantes puisqu'elles peuvent rester dans le confort familial et pouvoir suivre des cours, moins de tracasseries. Donc aujourd'hui, on sent que le taux est en nette progression au niveau... Il y a un équilibre qui est en train de s'installer et surtout au niveau des jeunes filles dans le domaine scientifique, puisque l'université virtuelle ouvre aussi l'accès aux bacheliers non scientifiques à une formation, puisque l'informatique et les sciences du numérique, ce que nous faisons, se trouve dans le domaine des sciences et technologies. Donc nous permettons aujourd'hui aussi d'avoir plus de jeunes filles dans les métiers du numérique. Très bien. Je voulais revenir, pardon Kevin, je reviens à la question de Daouda tout à l'heure qui parlait de défis. Est-ce que vous êtes confronté aux mêmes problématiques, par exemple, que les universités physiques? Est-ce que, par exemple, pour les professeurs, est-ce que vous avez les professeurs qu'il faut? Est-ce qu'ils ont la réactivité qu'il faut? Est-ce qu'ils sont présents pour pouvoir répondre aux questions des étudiants? Est-ce que vous avez ce genre de difficultés-là, professeur? Bon, nous sommes en réalité la solution aux défis qui se posent aux autres universités. Comme je l'ai dit, il y a le défi du sureffectif. Nous, le cours qui est fait pour 100 personnes peut être suivi par 1000, par 10 000, donc on n'a pas cette difficulté. Il y a aussi le manque criard souvent d'enseignants, surtout dans les domaines mathématiques, physiques, etc. Mais dans le modèle techno-pédagogique, plus le cours est produit, une fois que le cours est produit, en fait, un enseignant peut enseigner plus, alors que dans le modèle classique, la capacité d'accueil fait qu'on est obligé d'avoir plus on a d'étudiants, plus on doit avoir d'enseignants. Mais dans notre cas, c'est plutôt la qualité et non la quantité qui est recherchée. Donc aujourd'hui, je peux dire, nous avons pour près de plus de 10 000 étudiants, nous avons 62 enseignants. Vous voyez, le ratio est vite fait. Pour plus de 10 000 étudiants, le personnel enseignant, c'est 62. Voilà. Donc ce défi est relevé. Et il y a le grand défi de l'employabilité, je pense que c'est très important, qui est aussi relevé puisque le modèle pédagogique qui permet de ne pas être tout le temps entre 4 murs pour apprendre, vous permet d'être en situation d'apprentissage ou de création d'entreprise ou même en stage, tout en suivant votre formation. Donc nous avons en plus même des bacheliers qui sont les plus nombreux. Mais aujourd'hui, l'université virtuelle donne la possibilité soit à des instituteurs qui sont à l'intérieur du pays, à des enseignants qui ont leur métier et qui sont inscrits soit en licence ou en master, et qui font leur formation, ils sont diplômés, ils avancent. Mais professeur, un cas pratique sur la question de Brice. On sait que par exemple, les professeurs qui sont, les enseignants qui sont à l'université publique aiment bien par exemple avoir des gombos au privé. Je veux dire, moi j'ai été enseignée par des enseignants qui étaient aussi à l'université, mais dans ce cas-là, comment est-ce que vous suivez vraiment la présence de ces enseignants en ligne? Parce qu'il suffit qu'ils ne se connectent pas et c'est des milliers d'étudiants qui n'en bénéficient pas. Votre question me permet de revenir encore sur le modèle. Je dis que c'est un modèle asynchrone. C'est vrai que c'est un modèle qui n'a pas... En fait, c'est une innovation, c'est qui nous positionne aujourd'hui, en tout cas dans le secteur, sur le plan international. C'est un modèle asynchrone. Et comme il est asynchrone, le cours est produit. Un peu comme le cours est... C'est la manière de faire. On ne vient pas comme dans une... On vient au tableau puis on fait le cours. Non. Oui. L'enseignant d'abord va
faire ce qu'on va appeler une courte vidéo pour se présenter les objectifs, le syllabus, il va le présenter dans une courte vidéo. Il va scénariser son cours, vous voyez, le cours est scénarisé. Et quand il est scénarisé, il est produit comme, je peux dire, à la télévision, il produit. En fait. Voilà, c'est comme si une université classique peut être, pour imaginer, un peu comparer à un roman. Et nous, on passe du roman à un film. D'accord, ok. Donc, quand le film est produit... Mais donc, on ne peut pas interagir, en fait. Voilà, c'est asynchrone. Et c'est là l'intérêt, c'est à ce qu'il faut apprendre. Là, par exemple, professeur, on voyait... Voilà. Donc, le modèle est asynchrone, parce que l'université est ouverte 24 heures sur 24. Donc, vous connectez à la demande, en fait. Donc, le cours aussi est fait en fonction, parce que l'enseignant sait qu'il fait un cours pour quelqu'un qui n'est pas en interaction avec lui. C'est ça, et ça, il y a un apprentissage vraiment. Les enseignants, pour produire un cours qui fait 3 heures dans un amphithéâtre ordinaire, est ramené à 15 minutes chez nous. Donc, vous voyez, pour passer de 2 heures de cours à 15 minutes, il y a tout un travail de scénario. L'enseignant peut passer au départ peut-être 1 à 2 semaines pour produire ce cours. Et quand le cours est bien produit, c'est vraiment comme un bon film. Quand vous regardez seul, vous comprenez tout en réalité. Voilà, comme cette image-là, justement, en fait. j'ai retrouvé l'image. Donc là, on a l'enseignant qui enregistre le cours et puis il a la possibilité de le voir. C'est ça la technopédagogie. Tel un présentateur de télé. Exactement. Et ce présentateur de télé vous dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Professeur Koné, je rappelle, vous êtes directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci à tous. Merci à vous. Restez sur place, professeur. Merci. Restez avec nous. Restez avec nous. Vous deviez aller virtuellement pour produire. Mon université est ouverte 24 heures sur 24. Donc, voilà, vous travaillez. Merci beaucoup, professeur. Merci Isabelle. Merci Kevin. Merci à Élisée Bolougbe. Merci à Daouda. Merci. Merci Réana. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales. Tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Merci Brice. Sur Live TV. Merci à vous. Merci. À demain sur ce même plateau. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.